Le raid dans la lanterne magique. Mikhaïl Bulgakov. Une lumière pâle troua de biais la bouillie noire de la tempête de neige, et de l'épais nuage surgirent soudain, longues et sombres, des têtes de chevaux. Un ébrouement, puis la lumière rejaillit. Sous la poussée d'une tête informe, puis du poitrail terrifiant d'un cheval, Abraham tomba dans la neige épaisse et roula sans lâcher des mains son fusil. Il se releva, tout piétiné et froissé, au milieu des colonnes nacrées s'effritant en une nuée de mouches. Il ne sentit pas le froid. Bien au contraire, une forte chaleur sèche lui traversa le corps, cédant ensuite la place à une suée qui l'envahit jusqu'à la plante des pieds. Abraham comprit alors que cela signifiait une peur mortelle. La tempête de neige et cette peur cuisante l'aveuglèrent, l'empêchant quelques instants de rien voir. Le vent balayait obliquement la neige noire et froide, quand des anneaux de feu lui passèrent devant les yeux. « Essaie seulement de tirer, enfant de salaud !» prononça une voix au-dessus d'Abraham, et il comprit que la voix venait du cheval. Sans savoir pourquoi, il se souvint du feu dans le petit poêle noir, de l'aquarelle inachevée sur le mur. Un jour d'hiver, le thé, la chaleur du foyer. Il venait de se produire, il le savait, cette chose absurde et terrible qu'il pressentait lorsque, se tenant à son poste de garde, il fouillait d'un regard craintif la tempête tourbillonnant autour de lui. Tirer ? Ah non, il n'y songeait pas. Abraham laissa tomber son fusil dans la neige et soupira convulsivement. Il n'eût servi à rien de tirer. La neige, moins dense à présent, laissait entrevoir les têtes des chevaux. Le poste de garde tout proche faisait comme une tache noire, et les panneaux empilés en tas semblaient être un tas de chiffon gris. Tout près de là, il aperçut la silhouette informe de la deuxième sentinelle, Streltsov, coiffée d'un capuchon pointu. La troisième sentinelle, Tchoukine, avait disparu. « Quel régiment ?» demanda une voix sifflante. Abraham soupira, leva les yeux, essayant sans doute d'entrevoir un instant le ciel. Mais il tombait des flocons noirs et froids, la tempête s'élevait en un tourbillon de neige, et de ciel il n'y avait pas trace. « Je saurais bien te faire parler !» prononça une voix venant elle aussi des hauteurs, mais de l'autre côté, et dans laquelle Abraham perçut nettement, à travers le hurlement du vent, le ton d'une haine contenue. Il n'eut pas le temps de se protéger la tête. Un objet dur et noir surgit tel un oiseau au-dessus de son visage. Puis une douleur cuisante lui déchira violemment la mâchoire, le cerveau et les dents, et il lui sembla que sa tête éclatait sous ce feu. « Ah !» prononça-t-il convulsivement, s'étranglant de sang salé et s'étouffant d'une bouillie d'os qui craquait dans sa bouche. Dans le cône de lumière d'une petite lampe électrique surgit soudain Streltsov, bleu, blême et défait. On aperçut aussi très clairement la troisième sentinelle. Tchoukine gisait, roulé sur lui-même, dans un tas de neige. « Quel régiment ?» glapit la tempête. Sachant que le deuxième coup serait plus terrible encore que le premier, Abraham, le souffle court, répondit. « Régiment de garde !» Streltsov s'éteignit, puis se ralluma. Les petites mouches de neige filaient en un essaim inoffensif, jaillissant et tourbillonnant en tous sens dans le cône de lumière vive. « Dis donc, un youpin !» jeta une voix dans l'ombre de la lampe. Celle-ci se déplaça et Streltsov s'éteignit. De son œil large et proéminent, à la pupille scintillante, la lampe fixa le regard d'Abraham. Il vit le sang sur ses mains, aperçut une jambe enserrée d'un éperon et la bouche noire et pointue d'une arme dans son étui de bois. « Youpin ! Youpin !» grogna joyeusement l'ouragan dans son dos. « Et l'autre ?» lui répliqua avec avidité une voix de basse. Seule l'oreille gauche d'Abraham entendait. Son oreille droite était morte, de même que sa joue et son cerveau. Abraham essuya de la main le sang épais et poisseux qui coulait de ses lèvres, et la douleur cuisante se déplaça vers la poitrine et le cœur. La lampe fit s'éteindre une moitié d'Abraham, laissant apparaître Streltsov en entier dans le cercle de lumière. Une main venue de la selle arracha le bonnet de fourrure de la deuxième sentinelle, faisant se dresser une touffe de cheveux. Streltsov remua la tête, ouvrit la bouche, et soudain prononça faiblement dans la poudre neigeuse. « Bande de fumier ! Espèce de pourriture !» La lumière bondit avant de redescendre vers les pieds d'Abraham. Un coup sourd s'abattit sur Streltsov.
Puis la tête de cheval fonça à nouveau sur eux. Abram et Streltsov se tenaient tous deux debout contre l'énorme tas de panneaux, dans la lueur bleutée de la petite lanterne, tandis que face à eux s'agitaient, mettant pied à terre, des personnages vêtus de capotes grises. Dans le cône de lumière passait tantôt une main tenant un fusil, tantôt le galon rouge et le gland d'un bonnet de fourrure caucasien, tantôt, dans un cliquetis, un mors de bride tout mordillé et recouvert d'une écume blanchâtre. On apercevait deux lumières. L'une blanche, froide et haute, venait de la station. L'autre, une petite lueur basse, semblait être ensevelie dans la neige de l'autre côté, derrière la voie de chemin de fer. Les hurlements du vent s'apaisaient. La neige se faisait moins drue, moins dense. Ces flocons secs et froids ne cinglaient plus le visage, ne s'insinuaient plus dans le cou. La tempête s'affaiblissait, la neige filait à présent de façon régulière et continue dans le cône de lumière. Streltsov restait debout, le visage figé en un masque rouge. On l'avait rossé longuement, copieusement, pour son insolence, lui écrabouillant la tête. Les coups l'avaient rendu enragé et complètement insensible. S'appuyant de ses bras contre les panneaux empilés, il regardait de ses deux yeux grands ouverts, l'un plein de haine et l'autre pourpre, crachait le sang et répétait d'une voix sifflante. « Espèce de fumier! Allez donc vous faire! Vous serez tous pris, tous fusillés, tous !» Par moments, une silhouette armée d'un revolver noir et anguleux surgissait dans le cône de lumière et cognait à coups de crosse sur Streltsov. Alors il faiblissait, grognait et ses pieds glissaient, s'écartant de la pile de panneaux à laquelle il s'accrochait de ses mains. « Vite! Plus vite! Plus vite !» Du côté de la lumière blanche de la station de chemin de fer, une salve se déploya en éventail, puis s'évanouit. « Allez, vas-y, cogne !» cria Streltsov de sa voix sifflante. « Cogne un bon coup, qu'on en finisse !» Streltsov n'avait plus sur lui que sa chemise et son pantalon molletonné. Sa capote et ses bottes avaient disparu. Les chiffons qui lui entouraient les pieds s'étaient déroulés et le suivaient lorsqu'il s'écartait de la pile de panneaux. Abram, lui, portait une méchante capote et des bottes de feutre qui n'avaient pas trouvé preneur. Par le bout troué de sa botte droite pointait sereinement, comme à l'habitude, un peu de paille dorée. Abram avait un visage que personne, jamais, ne lui avait vu. « Il rit, le youpin !» s'étonna-t-on dans les ténèbres derrière le cône de lumière. « Je vais lui apprendre un peu à rire !» répliqua la voix de basse. Des yeux d'Abram s'écoulaient des larmes qui ne lui causaient ni irritation, ni douleur. Sa bouche déchirée s'était figée en une sorte de sourire. Sa capote déboutonnée s'était ouverte, et sans savoir pourquoi, il s'accrochait des mains au passepoil de son pantalon noir, se taisant et regardant l'œil proéminent et sa pupille aveuglante. « Voilà, tout est fini. Plus jamais je ne reverrai l'aquarelle ni le feu. Il n'y a plus rien à attendre. Rien ne peut plus arriver. C'est la fin. »« Alors » guettait-on dans les ténèbres. Le cône de lumière se déplaça, l'œil passa sur la gauche, et dans l'obscurité, faisant face aux deux sentinelles, se leva la bouche sombre des fusils où était tapie cette fin noire. Abram soudain s'affaiblit et se mit à glisser, les pieds en avant. C'est pourquoi il ne sentit rien de l'éclair scintillant de la fin. Le tourbillon de la tempête s'éloigna le long de la voie de chemin de fer, et en l'espace d'une heure, tout changea. La neige cessa de dégringoler de tous côtés. Au loin, par-delà les champs enneigés, les nuages, chassés par le vent, se déchirèrent, laissant de temps à autre entrevoir par une fente le bord doré du disque de la lune. Un reflet pâle et laiteux s'insinuait alors perfidement à la surface des champs. Les rails ruisselaient vers le lointain, et l'amoncellement de panneaux, au poste de garde, devenait noir et monstrueux. La lumière haute venant de la station s'affaiblit, mais la petite lueur basse et jaunâtre restait inchangée. C'est elle qu'Abram aperçut tout d'abord en soulevant ses paupières, et il resta ainsi très longtemps, comme rivé sur place, à la regarder. La lumière restait inchangée, mais il semblait à Abram, dont les paupières tour à tour s'ouvraient et se refermaient, qu'elle clignotait et plissait les yeux. Les pensées d'Abram étaient étranges, pesantes, inexplicables et floues. Comment n'était-il pas devenu fou? Quel était cet étonnant miracle et cette lumière jaune? S'aidant de ses coudes sur la neige, il traînait ses jambes comme si elles avaient été cassées et tirait en avant sa poitrine blessée. Il rampa ainsi très longtemps vers Streltsov, près de 5 minutes pour parcourir 5 pas. Une fois arrivé,
Il le palpa et comprit que Streltsov était froid et recouvert de neige. Il s'écarta alors de lui, continuant à ramper. Puis il se mit sur ses genoux, oscilla et, rassemblant ses forces, se hissa sur ses jambes, serrant sa poitrine de ses deux mains. Il fit à peine quelques pas puis retomba et se remit à ramper vers la voie de chemin de fer, sans jamais perdre de vue la lumière jaune. « Qui va là ? Mon Dieu ! Qui va là ?» demanda la femme d'une voix effrayée en s'agrippant au crochet de la porte. « Je suis seule. Mon enfant est malade. Passez votre chemin. Allez à la station. »« Laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer. Je suis blessé. » répétait Abraham avec insistance d'une voix sèche, ténue et chantante. Il s'agrippait à la porte, craignant par-dessus tout que la femme ne la referme. Mais sa main ne lui obéissait plus, et il lâchait prise. « Je suis blessé. Entendez-vous » reprit-il. « Oh, le malheureux !» répondit la femme en entr'ouvrant la porte. Abraham se traîna à genoux dans la petite entrée-noire. Les yeux enfoncés dans leur orbite, la femme le regardait ramper, tandis qu'Abraham regardait devant lui la lumière jaune et la voyait toute proche. Elle grésillait dans le verre d'une petite lampe à pétrole. C'est au point du jour que la nuit s'épanouit pleinement, glacée, toute semée d'étoiles. En croix, en buisson, en carré, les étoiles s'étendaient au-dessus de la terre ensevelie, au plus haut du ciel et au loin, par-delà les forêts silencieuses à l'horizon. Le froid, le gel et, se détachant sur la pente du ciel, la couronne irisée de la lune. À l'intérieur de la petite maison de garde, près du chemin de fer, il faisait une chaleur étouffante, et la lumière jaune brûlait inlassablement, avec parcimonie, en grésillant. La gardienne ne dormait pas. Assise sur le banc près de la table, elle regardait par-delà la lumière vers le poêle où l'on entendait la respiration sifflante du corps d'Abraham, recouvert d'un monceau de guenilles et d'une touloupe en peau de mouton. La chaleur passait par vagues du cerveau jusqu'aux pieds, puis refluait vers la poitrine et tentait de souffler la bougie de glace plantée dans son cœur. La bougie se contractait et se rétractait en mesure, comptant les secondes et les marquant de coups sourds et réguliers. Abraham ne l'entendait pas. Il n'entendait que le grésillement continu de la flamme dans la lampe à pétrole, et il lui semblait que cette flamme brûlait dans sa tête. Abraham lui racontait le tourbillon de la tempête de neige, la douleur qui lui martelait les tempes et le cerveau, et Streltsov enseveli sous la neige. Il voulait extirper Streltsov du tas de neige et le hisser sur le poêle, mais Streltsov était lourd et pesant comme un pieu fiché en terre. Abraham voulait ôter de son cerveau la flamme jaune qui le torturait, s'en débarrasser, mais elle s'entêtait à rester, brûlant tout à l'intérieur de sa tête devenue sourde. Puis l'aiguille de glace dans son cœur semblait se détraquer, et les heures de la vie se mettaient à tourner d'étranges façons, s'égrénant à l'envers. La chaleur cédait la place au froid qui passait de la tête vers les pieds. La bougie se déplaçait vers la tête et la flamme jaune vers le cœur. Le corps cassé d'Abraham était secoué en tierces de brefs tremblements, à contre-mesure des battements de la vie. La peau de mouton devenait alors insuffisante. Il avait envie d'entasser des fourrures jusqu'au plafond, de se recroqueviller et de se coucher à même les briques brûlantes. Les années passèrent, et il se produisit un événement aussi joyeux qu'extraordinaire. Le club reçut du bois de chauffage. C'était du bois humide, bien sûr. Mais le bois, même humide, finit par s'allumer, et celui-ci ne faillit pas à la règle. La gueule du poêle crachait de difformes diables de feu. La chaleur s'échappait et dansait autour de la guirlande de sapins desséchés, autour des rubans du portrait où elle attrapait un coin de barbe, dansait sur le sol et sur le visage de Bronia. Accroupi tout près de la gueule du poêle, Bronia regardait les flammes, en serrant des bras ses genoux, au-dessous desquels pointait le bout de ses bottes de feutre pelucheuses, qui se réchauffaient au diable incandescent. La tête de Bronia avait le rouge coquelicot de l'éternel fichu qu'elle nouait crânement sur la nuque. Les autres étaient assis en demi-cercle sur des chaises éventrées et écoutaient le récit de Grouzny. Yak racontait d'une voix de basse les attaques, les nuits glaciales, la guerre âpre et cuisante. Il apparut que Yak était un brave qui ne se laissait pas abattre. Et c'est vrai que c'était un brave. Lorsqu'il eut terminé, il cracha dans un seau gris rétréci au milieu et fit un rond de fumée au relent de tabac, bon marché et pourri. « Autour d'Abraham maintenant », dit Bronia. « C'est un vrai professeur. Lui aussi peut nous raconter quelque chose d'intéressant. À vous de parler, Abraham.
ajouta-t-elle en accrochant un peu sur le vout. Abraham, nouvel arrivé, était le seul que Bronia vouvoyait dans la conversation. Petit, ébouriffé comme un moineau, il s'extirpa du dernier rang et apparut devant le feu dans toute sa splendeur. Il était vêtu d'une veste ouatinée comme celle que portaient autrefois les magasiniers, et d'un pantalon unique en son genre dans toute la faculté ouvrière, et sans nul doute au monde. D'un marron tirant étrangement sur le verdâtre, large en haut et étroit en bas, et qui, on ne sait pourquoi, s'arrêtait tranquillement juste au-dessus de la patte droite des bottines d'Abraham, laissant voir à chacun les raies de son bas gris. Le professeur du pantalon était sourd et conservait toujours de ce fait un sourire poli et confus, appliquant si nécessaire sa main ouverte contre l'oreille gauche. « C'est à vous, Abraham !» lui enjoignit Bronia haut et fort, comme tout le monde le faisait en s'adressant à lui. « Vous n'avez sans doute pas participé au combat, mais vous n'avez qu'à nous raconter quelque chose d'autre. » Le moineau ébouriffé regarda en direction du poêle et, retenant sa voix pour ne pas parler trop fort, se mit à raconter. S'adressant aux flammes et aux fichus coquelicots de Bronia, il finit par se prendre au jeu. Il parlait avec émotion, voulant mettre dans son récit et le tourbillon de la tempête de neige, et les têtes de chevaux surgissant brusquement, et la peur terrible et difforme qui vous saisit parfois lorsqu'on va mourir et qu'il n'y a pas d'espoir. Il parlait à la troisième personne des 2 soldats du régiment de garde. Haussant plaintivement les sourcils, il raconta comment l'un d'entre eux, à demi-mort, s'était mis à ramper droit devant lui en direction de la lumière jaune. Il parla de la femme dans la maison de garde, de l'hôpital où le médecin jurait ses grands dieux que la sentinelle en aucun cas ne survivrait. Il raconta comment cette sentinelle avait survécu. Gardant la main gauche dans la poche de sa veste, Abraham indiquait de la droite le feu dans le poêle, comme si le feu lui eût dessiné ce tableau. Son récit terminé, il regarda avec épouvante en direction du poêle et prononça « Et voilà !» Il y eut un moment de silence. Yak considéra avec condescendance le pantalon marron. « Eh oui, il y en a eu des cas comme ça. Il y en a eu en Ukraine. Et qui c'était cette sentinelle ?» Le moineau resta un moment silencieux avant de répondre un peu confus. « C'était moi. » Puis il se tut avant d'ajouter. « Bon, eh bien, je vais à la bibliothèque. » Et il partit en boitillant comme à son habitude. Toutes les têtes se retournèrent sur lui et tous restèrent longtemps à fixer le pantalon marron pendant que les jambes d'Abraham traversaient de part en part la grande salle avant de disparaître derrière la porte.